Bonjour et bienvenue dans cette émission de rentrée pour Géopolitis en espérant que vous avez passé un bel été. Un été chaud, voire caniculaire pour certains. L'Espagne est la première à prendre des mesures face aux coupures de gaz russes en limitant la climatisation à 27 degrés dans certains bâtiments. L'Allemagne, qui importe encore 40% de son gaz de Russie, est en première ligne et se sent très menacée dans sa prospérité. Même chose en France lors du Conseil des ministres de rentrée. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Les Européens ont deux obsessions pour l'hiver. Le débit du gazoduc Nord Stream 1 réduit à 20% et le prix du mégawattheure de gaz naturel passé de 40 € en juillet 2021 à plus de 200 €. De ces deux indices vont dépendre l'avenir de l'industrie en Europe et de ses emplois, la température recommandée dans nos maisons et la capacité pour beaucoup à payer leurs factures et à faire face à l'inflation. Des enjeux énormes que nous évoquerons avec notre invité Laurent Horvat, spécialiste des énergies. Vladimir Poutine s'est appuyé, là où ça fait mal, pour pénaliser les Européens dans leur politique de sanctions. Les Américains ne sont pas concernés, ils sont même bénéficiaires, puisqu'ils vont vendre leur gaz naturel liquéfié très polluant aux Européens. Les Chinois non plus, puisqu'ils récupèrent le gaz et le pétrole russe à bas prix. D'autres se frottent les mains, comme le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, revenu en grâce près de 4 ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Américains et Européens le supplient de faire baisser le prix du pétrole pour juguler l'inflation. Pris à leur propre piège, les Européens qui prévoyaient à terme de couper le gaz russe pour priver Poutine de ses revenus se voient obligés dans la panique de remplir à 80% les stocks de gaz avant l'hiver. Avec une décision forte mais non contraignante à laquelle veut s'associer la Suisse de réduire de 15% l'importation de gaz russe grâce à une panoplie de mesures plus ou moins efficaces. Poutine peut bien se moquer de ceux qui préconisent les douches froides ou de ne plus porter de cravate pour supporter l'absence de climatisation. Les Européens ont étouffé de chaleur cet été. L'Espagne, l'un des pays les plus touchés par les canicules, a pris les premières mesures visant à réduire sa consommation de gaz. Symboliquement, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a décidé d'enlever la cravate pour mieux supporter les 27 degrés auxquels sera limitée la climatisation dans certains bâtiments. Pour cet hiver, la Commission européenne recommande une baisse du chauffage, ainsi que de fortes réductions de consommation pour les industries, et surtout la prolongation indéfinie des centrales nucléaires. Objectif, moins 15% de gaz, soit 45 milliards de mètres cubes économisés sur les 153 milliards que fournit la Russie. Ce que nous avons vu dans le passé, c'est que la Russie tente délibérément de faire pression en réduisant l'approvisionnement en gaz. Il est donc probable qu'il y ait une coupure totale du gaz russe et que cela touche l'ensemble de l'Union européenne. Mais de nombreux pays renâclent à baisser le gaz et il n'est pas sûr que ces mesures soient suffisantes. Avec le risque de coupure, comme le craint pour la Suisse Werner Luginbühl, président de la Commission fédérale de l'électricité, qui recommande d'acheter des bougies. Fermement décidée à maintenir les sanctions contre l'agresseur russe en Ukraine, l'Union européenne risque de se voir privée du gaz russe bien plus vite qu'elle n'entendait le faire volontairement pour tarir les revenus de Poutine. Celui-ci semble s'amuser de ce jeu du chat et de la souris. Il réduit le gaz via Nord Stream en mer du Nord, mais le maintient et le renforce via Turk Stream et la mer Noire, donnant au passage un coup de pouce à son allié Erdogan. Je pense donc que nos partenaires européens devraient être reconnaissants à la Turquie pour le fait qu'elle assure le transit ininterrompu de notre gaz vers le marché européen. C'est aussi une redistribution des cartes qui s'annonce avec le rapprochement entre la Russie, la Turquie et l'Iran et surtout la Chine. Et la crainte pour les Européens de voir les flux de gaz et de pétrole russe bon marché se diriger vers la Chine, le nouveau parrain de Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les exportations russes vers la Chine ont augmenté de 48,8%. Les premiers pays à souffrir des conséquences de la guerre en Ukraine, en particulier du manque de céréales, sont les pays pauvres, comme le Sierra Leone où des émeutes contre la vie chère ont fait 2 morts. Mais aussi l'Argentine, avec des milliers de manifestants réclamant une hausse des salaires,
alors que d'autres s'en remettent au sein du pain, lui demandant logement et travail. On voit des personnes de la classe moyenne inférieure, ça vous brise l'âme, parce que ces personnes se trouvent dans ces conditions humiliantes, comme en 2001, et vous voyez des gens qui ne sont pas des habitués de cet endroit. En Grande-Bretagne, où l'inflation dépasse les 10%, c'est tout le secteur des transports qui se met en grève pour les salaires, avec le plus grand port bloqué par les dockers, qui arborent un gilet rouge à forte valeur symbolique. Un mouvement qui pourrait bien s'étendre à d'autres secteurs. Le rêve de Poutine serait en effet de voir des gilets jaunes semer le chaos partout en Europe, comme il y a 4 ans en France. Un mouvement relancé par les prix insupportables de l'énergie et d'éventuelles coupures. Il faut se préparer à un hiver périlleux, prévient The Economist. Bonjour Laurent Horvat. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la géopolitique des énergies, fondateur du site 2000watts.org. Alors si l'on en croit The Economist, est-ce qu'il faut craindre cet hiver qui nous arrive avec de grands périls ? Alors il y a 2 stratégies en gros dans le monde actuellement. C'est la stratégie européenne où on brûle un cierge pour espérer que cet hiver soit pas trop froid. Et puis de l'autre côté, le côté de la Russie, où on brûle un cierge pour que l'hiver soit très froid. Alors c'est 2 stratégies qui s'opposent. Mais bon, il y a quand même une réalité. C'est que par exemple, déjà maintenant, le prix du gaz, il est à des sommets. Il est quoi, à plus de $300 le mètre cube, c'est ça ? Effectivement, le prix du gaz flambe, mais pas que le gaz, aussi le pétrole, le charbon et toutes les matières premières. Ouais, c'est ça. Donc on risque aussi d'avoir des coupures, c'est ça la question. Alors ça va être la grande question. Est-ce qu'on aura cet hiver des coupures de gaz ? Est-ce que entre aujourd'hui et l'hiver, est-ce qu'on va recevoir assez de gaz des différents pays ? Et ça, c'est la grande question qu'on se pose actuellement. Mais alors vous dites que finalement, c'est pas tellement l'hiver qui a à craindre, c'est le printemps. Pourquoi ? L'hiver, on sait qu'il sera compliqué. Sur l'hiver, on utilise l'énergie surtout pour se chauffer. Par contre, ça veut dire que le gaz que l'on reçoit, c'est comme un bidon. Vous avez un grand trou au fond et vous devez remplir sans arrêt votre bidon pour qu'il soit plein. Si on n'arrive plus à le remplir, ça veut dire qu'il va diminuer. Et le risque qu'on pourrait avoir, c'est qu'au mois d'avril, mai, juin, l'année prochaine, il n'y ait plus de gaz. Mais le gaz ne sert pas uniquement à chauffer ou à produire l'électricité, mais pour l'industrie, c'est un élément clé. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, le problème, c'est des industries qui risquent de fermer, des emplois qui risquent aussi de se perdre. Alors la première vague, ça va être le citoyen qui va payer son énergie beaucoup plus cher. Puis la deuxième vague, ça pourrait être que des entreprises ferment leur industrie ou leur département et on pourrait assister à une vague de licenciements à cause d'une énergie trop élevée. Oui, alors justement, est-ce que finalement Poutine, qui est aux manettes, est-ce qu'il peut faire basculer les opinions publiques européennes ? Son but, c'est quoi ? C'est d'alléger ou voire de faire disparaître les sanctions. Ouais, effectivement. Il y a une chose qui est importante. Il y a 3 types de gaz. Le premier gaz, c'est le gaz qu'on a sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est les gens qui parlent, qui connaissent ou qui ne connaissent pas, les lobbies, les politiques, le pilier de bar. Le deuxième gaz, c'est le gaz géologique. C'est donc combien est-ce qu'il reste de gaz, quelle quantité, où, à quel prix, quelle est l'influence sur le réchauffement climatique et comment est-ce qu'on l'utilise dans les entreprises. Et puis le troisième gaz, c'est le gaz de la géopolitique. À qui je vais vendre mon gaz ? Pourquoi je vais vendre mon gaz ? Et puis celui qui l'achète, à qui je vais acheter mon gaz et pourquoi je vais acheter chez lui ? Et donc justement, c'est Vladimir Poutine ne joue pas sur le monde virtuel des réseaux sociaux, il joue sur le monde réel, donc c'est la géopolitique. Et puis pourquoi est-ce qu'on utilise le gaz ? Alors vous parlez de géopolitique, on peut parler évidemment de ce nouvel axe qui est en train de se dessiner. Est-ce qu'il faut craindre justement ce nouvel axe Turquie, Russie, Chine et Iran ? On les a vus, ils étaient réunis il n'y a pas longtemps, en tout cas les Turcs, Russes et Iraniens. C'est pas improbable, mais l'histoire le dira, c'est que l'Europe a peut-être manqué un tournant, et ce tournant, c'était quand Donald Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire. Et l'Iran travaillait beaucoup avec l'Europe, et depuis ce jour-là, a coupé ses relations avec l'Europe, parce que l'Europe s'est alignée sur Donald Trump. Et ce qui se passe, c'est que le jour même, ou même peut-être le jour d'après, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont immédiatement appelé l'Iran pour dire « si l'Europe ne veut pas collaborer avec vous, nous on va le faire ». Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est que l'Iran a fait des accords, en tout cas pour son gaz et son pétrole, avec la Chine et avec la Russie sur le long terme. Donc on a un grand basculement maintenant vers l'Asie, la Chine qui effectivement récupère le gaz et le pétrole russe à bas prix. Ça, c'est finalement l'Europe se retrouve un peu le dindon de la farce. Ah, mais c'était son choix, c'était son choix de se dire je vais me passer de ce gaz-là. Il faut savoir aussi que, historiquement, vers les années 1950, l'Europe et les États-Unis se partageaient les énergies du Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'Europe
a pratiquement plus d'accès au Moyen-Orient. Et puis les États-Unis sont également passés du Moyen-Orient parce qu'ils ont leur propre pétrole et gaz de schiste chez eux. Et puis ça a été remplacé par la Chine qui a un fort besoin d'énergie et également l'Inde et on peut dire toute l'Asie. Donc, les Américains s'en tirent bien, les Chinois, on vient de le voir, les Américains s'en tirent bien, ils nous vendent leur fameux GNL, qui est le gaz de schiste. Donc, finalement, nous, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'on est un peu les pigeons, quoi. Alors, c'était très bien joué de la part des Américains. Donald Trump a essayé de faire venir du gaz de schiste en Europe, il n'a pas parvenu. Et là, en l'espace de quelques mois, on s'est entièrement tourné vers les États-Unis pour avoir du gaz. Par contre, il faut savoir que le gaz de schiste, les prévisions, c'est que ça va atteindre un plateau de production vers les 2024-2025. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui, le gaz aux États-Unis augmente parce qu'ils préfèrent l'importer en Europe et en Asie. Et ça veut dire aussi que l'inflation augmente aux États-Unis. Et ce n'est pas improbable que les États-Unis cessent d'importer leurs matières premières pour les garder pour eux. Et puis évidemment, il y a aussi le retour en grâce des dictateurs. On a vu cette fameuse, pas poignée de main, c'est pas une poignée de main, c'est un tchèque. Ils se sont fait comme ça entre Biden et Mohamed Ben Salman. Alors ça, c'est la réelle politique. Il faut s'adapter à la situation actuelle. Puis la situation actuelle, c'est de serrer la main à ces dictateurs pour leur dire « j'adore ce que vous faites et surtout, donnez-moi de l'énergie ». Alors, tous les regards, évidemment, se tournent vers l'Allemagne, la première puissance économique européenne, très dépendante encore du gaz russe, 40%, ce qui assurait sa prospérité. Le vice-chancelier Robert Habeck est très alarmiste, il craint des tensions sociales. On se retrouve juste après ce sujet d'Olivier Colère. Vendre des radiateurs électriques en plein mois d'août, du jamais vu dans cette grande enseigne allemande du bricolage. Mais voilà, la guerre en Ukraine a tout changé. Aujourd'hui, beaucoup de ménages s'inquiètent des déclarations alarmistes du pouvoir allemand et se préparent à vivre un hiver rigoureux. Il va faire froid. Du coup, on envisage d'acheter un chauffage électrique. Mais le prix est énorme. Le problème, c'est qu'on a décidé qu'on ne voulait plus s'approvisionner auprès des Russes, sans penser aux conséquences. C'est un vrai dilemme. Impensable il y a quelques mois encore, la première puissance économique européenne se prépare à vivre une crise énergétique majeure. Le pays a longtemps tout misé sur son partenaire russe pour s'approvisionner en énergie. 40% de son gaz, 25% de ses besoins en charbon et en pétrole. Le gouvernement d'Olaf Scholz, confronté à l'épreuve d'une crise et aux divisions d'une coalition avec les Verts, partagé sur le fait de prolonger la durée de vie de 3 centrales nucléaires. Face à la flambée des prix et au spectre d'une récession, le gouvernement redoute des tensions et des troubles sociaux et annonce toute une série de mesures d'aide pour lutter contre l'inflation. La hausse des prix de l'énergie représente un poids important pour beaucoup de nos compatriotes. Le gouvernement fédéral s'est mis d'accord sur le fait que les consommateurs de gaz ne doivent pas subir de charges supplémentaires à cause de la perception obligatoire de la TVA sur les prélèvements de gaz. Alors que le gaz pourrait manquer l'hiver prochain et ses prix augmenter encore, les ménages allemands sont de plus en plus nombreux à se tourner à nouveau vers le charbon pour se chauffer. Cette énergie très polluante devait être, elle aussi, abandonnée par le pays en 2030, mais s'affirme plus que jamais comme une alternative nécessaire pour faire face à la crise. Alors finalement, on peut se dire que l'Allemagne a été un peu inconsciente en se mettant à tel point de dépendre du gaz russe. Merkel et Schröder, là, ils ont une grosse responsabilité. Effectivement, mais ça dépend aussi de la structure du pays. Alors en Allemagne, les entreprises reposent sur 4 piliers. En fait, la société repose sur 4 piliers. C'est le béton, c'est l'acier, c'est le plastique et c'est l'ammoniac. Le plastique, c'est la caméra de télévision, c'est c'est tout ce qui est en plastique. Et puis l'ammoniac, c'est quoi? C'est les engrais. Ouais. Donc le gaz ne sert pas uniquement à faire de l'électricité, mais sert à produire du béton et tous les autres. Et toute l'industrie allemande est basée autour de ça, la métallurgie, l'automobile. Donc c'était crucial pour eux d'avoir du gaz. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pas uniquement avec l'électricité, mais le besoin de gaz est chronique. Ils ne peuvent pas s'en passer. Non. Donc c'est irréaliste de penser qu'ils se couperont du gaz russe. Pour les industries, c'est totalement irréaliste. Par exemple, pour faire de l'engrais, vous avez besoin du gaz, donc des molécules de gaz. Donc toute l'agriculture. Toute l'agriculture, tout ce qui est pesticides, enfin tout
l'agriculture en général et également tous les plastiques. Ouais. Alors évidemment, on voit aussi les États qui sont là, la pompe à finances, ça fonctionne. 40 milliards en France, par exemple, d'aide au pouvoir d'achat. L'Allemagne qui donne aussi un coup de pouce par rapport à la TVA sur le gaz. Est-ce que c'est tenable? C'est pas tenable. C'est un peu Don Quichotte contre les moulins à vent. Hein. C'est plus je mets de l'argent dans la pompe, plus je consomme, plus les prix augmentent. Et où est-ce que ça va cesser? Ça, c'est la grande question. Et on voit déjà que le prix de la monnaie et de l'euro diminue. Et jusqu'où ça va aller? Alors évidemment, parlons de la Suisse, qui est au cœur de l'Europe, qui est dépendante de ses voisins pour les approvisionnements en gaz. Comment ça va se passer pour la Suisse? Alors, la Suisse n'est pas au cœur de l'Europe pour le gaz, elle est dans un bout de tuyau. Donc la question, c'est de savoir si elle va recevoir des gouttes d'eau dans ces tuyaux pour l'alimenter. Alors, certains prétendent que oui, certains prétendent que non. On verra bien cet hiver ce qui va se passer. Et les craintes de s'éclairer à la bougie, ça vous semble crédible? Alors, comme je parlais avant, il y a 3 sortes de gaz, le gaz Internet, le gaz physique et le gaz géopolitique. Alors ça, c'est du buzz qui est fait simplement par des personnalités pour se faire entendre. Alors on parle de bougies, on parle de tout et de rien. Alors il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite. Qui essaye de faire mousser la chose. La grande question, la grande peur qui risque d'être infligée, c'est est-ce que ça pourrait déboucher sur des nouveaux dictateurs ou bien une tension sociale qui peut être exacerbée à travers l'Europe. Oui, c'est ça, les gilets jaunes, etc. Exactement. Alors bon, on parle évidemment beaucoup des mesures individuelles. Alors est-ce que tourner son thermostat, prendre des douches froides, ça sert à quelque chose? On gaspille énormément d'énergie, parce que, les bons marchés, donc on a toujours gaspillé. Donc cet hiver, ça va permettre de gaspiller peut-être un peu moins et puis de prendre conscience que c'est une valeur et puis qu'on en a besoin et qu'il faut la choyer. Alors cette énergie, évidemment aussi, on sait aussi que ça a un impact sur le climat. Est-ce que tout ça, ça va peut-être un peu favoriser notre lutte contre le réchauffement climatique si on utilise moins de gaz? Alors je pense qu'au niveau des gouvernements, au niveau mondial, le climat, tout le monde s'en fiche. Il faut être honnête, c'est du grand blabla. Par contre, au niveau énergétique, donc on a moins de gaz. Il faut savoir que la crise actuelle du gaz, c'est pas parce qu'il y a une guerre en Ukraine, c'est parce qu'il y a moins physiquement de gaz. Le pétrole, ça risque d'être la même chose. On annonce pour 2025, 2027 un plateau. Donc c'est peut-être un entraînement. Le gaz, ce qui se passe aujourd'hui, ça va être un entraînement à ce qui va se passer au plus tard. Comme on a eu la pandémie avec les masques, on croyait que la Suisse est un pays très riche, on pouvait avoir des masques. On croyait que la Suisse est un pays très riche pour avoir du gaz. Et c'est peut-être pas le cas. Donc c'est peut-être un entraînement pour ce qui va nous arriver au futur. En tout cas, d'ici là, une chose est sûre, c'est que les énergies pétrole-gaz augmentent à des prix absolument faramineux et les majors pétrolières et gazières s'en mettent absolument plein les poches. Alors aujourd'hui, effectivement, le prix de ces matières premières augmente, mais il suffirait d'avoir une cassure, une récession pour que le prix redescende. Donc ça fait une sorte de yo-yo. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les majors pétrolières et l'industrie gazière se font un argent monstrueux. Des profits qui sont, on pourrait dire, indécents, payés par les citoyens. Mais par contre, c'était le modus vivendi qu'on a eu depuis des décennies. On accepte de le faire. Il faut les mettre à contribution, comme le prône une certaine gauche, voire l'extrême gauche. Il faut les puiser dans les poches des actionnaires de Total, de BP, etc. Alors c'est une solution, il faut savoir aussi que c'est cyclique. Il y a 2 ans en arrière, ces majors pétrolières accusaient des grosses pertes, maintenant de l'argent phénoménal. Mais par exemple, si on prend le cas de la Russie, même si elle vend que le 20% de son gaz à l'Europe, comme le prix a augmenté de 10 fois, donc en vendant une toute petite partie, ils font plus d'argent qu'ils le faisaient avant. Donc c'est vraiment un business qui est très profitable. Donc Poutine est tranquille de ce point de vue-là. En tout cas, il peut financer sa guerre pendant encore un bon bout de temps. Alors tant qu'on n'a pas une récession, tant que le marché ne chute pas, oui, il pourra le faire. Si ça va chuter, il pourrait avoir des grincements dedans. Il faut savoir que le pétrole qui est extrait en Russie est très bon marché à extraire. Donc tant que le baril n'est pas en dessous de $40, 40-50 $, il peut vivre avec. Là, on parlait effectivement des risques de coupure. Est-ce que le Nord Stream, qui est à 20%, risque de s'arrêter bientôt? Alors, c'est possible. Il faudrait demander à Vladimir Poutine ce qu'il pourrait faire. Par contre, on voit qu'il a une arme de géopolitique entre ses mains. C'est de dire, si vous ne venez pas à la table de négociation, notamment avec l'Ukraine, je peux vous couper entièrement les tuyaux. Et on voit actuellement, en coupant un tout petit peu, pas un tout petit, mais lui laisser de 20%, on voit déjà les dégâts que ça fait. Je pense que ça va pousser les différentes personnes à revenir autour d'une table, de comprendre ce que la Russie veut, et puis aussi que la Russie comprenne aussi ce que l'Europe veut, et puis de mettre autour d'une table, de poser à plat ce qui va se passer, parce qu'on a encore des années à vivre avec l'énergie, du gaz et du pétrole de la Russie. Donc un certain optimisme, on va dire, pour terminer cette émission. Merci en tout cas Laurent Horvat, c'était un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Géopolitis. Évidemment,
On peut continuer à suivre les questions d'énergie sur votre blog et sur votre site 2000watts.org. Merci beaucoup. Avec plaisir. L'une des alternatives au gaz russe est le gaz naturel liquéfié, qui présente plusieurs inconvénients, son coût et son bilan environnemental. On voit tout ça avec Elsa Anguinolfi. Ces méthaniers transportent chacun de quoi chauffer des dizaines de milliers de foyers en gaz naturel liquéfié ou GNL. Destination, le marché européen. L'Union mise de plus en plus sur ce gaz rendu liquide pour être transportable par bateau. Les importations de GNL ont bondi de 70% au premier trimestre de l'année, principalement en provenance des États-Unis. Nous voulons en tant qu'Européens nous diversifier loin de la Russie vers des fournisseurs en qui nous avons confiance, qui sont nos amis et qui sont fiables. L'allié américain a promis 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL aux pays de l'Union cette année. La machine productive américaine tourne à plein régime et devrait faire des États-Unis le premier exportateur de GNL au monde. Mais les dirigeants européens convoitent aussi les ressources qataries, nigérianes, israéliennes ou encore égyptiennes. Nous avons convenu de fixer les bases d'un partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Union européenne concernant le domaine vital de l'énergie, afin d'assurer son développement à l'avenir. La demande européenne fait grimper les prix, alors que le GNL est déjà en moyenne 20% plus cher que le gaz classique. Elle entre directement en concurrence avec la demande des pays d'Asie, gros consommateurs de GNL. Le Pakistan, qui a frôlé le défaut de paiement, peine à financer ses livraisons de gaz naturel liquéfié alors que le pays connaît régulièrement des coupures de courant. La demande mondiale de GNL ne cesse d'augmenter depuis 2015 et suscite l'inquiétude des défenseurs de l'environnement. Transformer et transporter du GNL émet plus de 2 fois plus de CO2 que pour du gaz livré par gazoduc. Le bilan est encore pire pour le gaz de schiste extrait par fracturation hydraulique. Il représente la majorité de la production américaine de gaz. La rencontre entre Joe Biden et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, reçu ensuite à l'Élysée, a fait couler beaucoup d'encre. Le paria, accusé de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, revenait en grâce dans l'espoir qu'il augmente la production de pétrole pour en faire baisser le prix. Un rôle crucial du pays de l'or noir qui avait montré toute sa capacité de nuisance lors du premier choc pétrolier en 1973. C'est notre rubrique ce jour-là avec Mélanie Ohaillon. Ce jour-là, le 16 octobre 1973, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, déclenche le premier choc pétrolier de l'histoire. Emmenés par l'Arabie saoudite et l'homme fort du cartel, le roi Faisal, les producteurs en majorité arabes décident d'augmenter massivement le prix du pétrole brut et de réduire leur production. En quelques mois, le prix du baril est multiplié par 4. C'est la première fois que le pétrole est utilisé comme arme politique. En pleine guerre de Kippour, l'OPEP met en difficulté les alliés d'Israël et décide d'un embargo pour les États-Unis et les Pays-Bas, pays qui arment l'État hébreu. Confronté à une hausse massive de la demande en énergie, l'Occident se retrouve menacé de pénurie. À cette époque, l'Arabie saoudite est de loin le premier exportateur de pétrole. Plus de la moitié de sa production est destinée à l'Europe occidentale. Le choc pétrolier modifie les rapports de force entre les puissantes compagnies pétrolières occidentales et les pays producteurs. Je pense que vous devrez vous ajuster à un prix raisonnable du pétrole brut. Le temps des sources d'énergie à bon marché est passé. C'est une nouvelle ère qui commence. Mais n'attendez pas des producteurs qu'ils acceptent un prix très inférieur à celui déterminé par la tendance du marché. Si le prix du baril de pétrole atteint $10, l'Europe de l'Ouest devra payer des millions de dollars par année. Avez-vous songé aux implications que cela aura sur l'économie européenne? Alors, que proposez-vous? Que nous vendions le pétrole à bas prix? Le premier choc pétrolier n'était qu'un début.
Le prix du brut n'a ensuite cessé de s'envoler au gré des crises, dopées par une demande mondiale toujours plus importante, notamment indienne et chinoise. Il a atteint un pic à près de 140 $ le baril lors de la crise financière de 2008. Avec la pandémie de Covid-19, les prix avaient presque retrouvé les niveaux de 1973. Ils ont à nouveau dépassé les 100 $ depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. On connaît la fable du colibri qui contribue à éteindre l'incendie de la forêt en prenant une goutte d'eau dans son bec, ce qui a donné naissance au mouvement écologiste Colibri. Une sociologue remet en question l'injonction aux petits gestes individuels dans un passionnant entretien au podcast du Monde Chaleur Humaine. Selon elle, la marge de manœuvre vers la sobriété du plus grand nombre est très faible dans une société structurée autour de contraintes, comme par exemple l'absence de transport collectif dans les campagnes. Le modèle capitaliste occidental impose la surconsommation avec l'obsolescence programmée et aussi le gaspillage en multipliant les injonctions à acheter 2 fois les mêmes produits, comme par exemple les crèmes du jour et du matin et du soir, explique Sophie Dubuisson-Kellier. J'espère que cela ne vous incitera pas à cesser vos efforts vertueux, éteindre les lumières, prendre des douches plus courtes et moins chaudes. Merci de votre fidélité exigeante. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission consacrée aux mafias. Portez-vous bien.